Très bien, la France 2, c'est bon. Je vais raconter. Mais ils ont fait un peu. On projette ça, enfin, un livre Bon, et bien voilà, je vous remercie tous d'être là. J'ai besoin de quelqu'un pour me présenter, donc c'est Jean-Claude. Jean-Claude, pour me présenter. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, je suis ici parce que j'ai rencontré tout à fait par hasard, à l'issue d'un petit déjeuner avec Jacques Attali dans la maison d'en face, au Fouquet's, j'ai rencontré Philippe Kersanti qui m'a dit « Écoutez, vous êtes journaliste professionnel, je voudrais vous montrer un document sur l'affaire Al-Doura ». Alors, bon, j'étais très réticent au départ parce que je suis journaliste depuis 40 ans et je sais très bien que souvent des images qui sont défavorables à Israël sont contestées par une partie de la communauté. Donc, j'étais vraiment pas du tout dans un état d'esprit favorable. Mais par honnêteté intellectuelle, j'ai quand même regardé ce qu'il avait à me montrer et je dois dire qu'en un quart d'heure de temps, hein, Philippe, en un quart d'heure de temps, j'ai dit mais vous avez totalement raison, ce reportage est complètement bidon, et je le maintiens. Ce reportage est un faux, cet enfant n'a pas été ni tué ni blessé, le père non plus, je n'en dis pas plus parce que Philippe, qui est un garçon dont je salue la pugnacité, parce que j'ai 9 ans qu'il se bagarre, et je sais que c'est pas facile, y compris au sein de la communauté juive en France, où tu n'as pas que des amis, mais à mon avis ça va évoluer dans le bon sens, parce que la vérité est plus forte que tout, donc je crois que le plus simple, c'est d'écouter les explications et la démonstration que je juge extrêmement convaincante de Philippe Kersanti. Merci. Merci beaucoup à tous. Alors, d'abord, merci à tous d'être venus. Vous imaginez que si vous êtes là, ça doit être drôlement subversif ce que vous allez voir, parce que on a été interdit de conférence la semaine dernière. On est obligé de se retrouver dans un endroit privé, en sous-sol. Donc, en tout cas, je remercie le Mood de nous accueillir et c'est agréable de savoir qu'il y a encore des endroits privés dans lesquels on peut parler de ce genre de sujet. Alors, une première question me vient, c'est qu'est-ce que France 2 a caché de si grave qu'il faille que personne ne puisse voir? Alors, je vais vous dire une chose, donc après les pressions qui ont été exercées sur le cas la semaine dernière, je reviens d'Italie, j'étais au Festival international de journalisme de Pérouse, où là encore, France 2 a essayé d'exercer des pressions. Et la réaction du festival de Pérouse aux pressions de France 2, c'est que je n'ai pas eu seulement une conférence comme c'était prévu, mais deux. Donc j'ai pu faire deux conférences. Et il se trouve que lors de la première, le correspondant de France 2 à Rome est venu faire une déclaration préliminaire, a refusé de participer, en deux mots disant on ne parle pas aux négationnistes, mais a rajouté des choses assez étonnantes, et je vais vous citer une des phrases qu'il a prononcées. Il a dit, il s'appelle Philippe Visserias, il est correspondant de France 2 à Rome, et il a dit « Personne n'a le droit de nous critiquer, de mettre en cause notre crédibilité et notre bonne foi. » Alors, ça commençait bien. Dans la salle, il y avait un monsieur qui s'appelle Seymour Hersh. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est un monsieur qui a 72 ans. Hein? Seymour. Il y a Seymour, qui a 72 ans, qui est prix Pulitzer, qui avait révélé les massacres américains au Vietnam de My Lai et qui avait aussi révélé les exactions à Abu Ghraib. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une respectabilité et une réputation dans le monde entier. Et il a dit « L'attitude de France 2 est stupide, grossière et non professionnelle. » Alors, il n'a pas cherché à se prononcer sur le fond de l'affaire, il est quand même venu assister aux deux conférences que j'ai données, mais il a dit qu'il y avait de fortes chances que j'ai raison, mais en tout cas, lui, il avait besoin d'enquêter lui-même pour arriver à la même conclusion. Alors, il y a eu quelques journalistes qui sont venus, qui ont exprimé leur solidarité vis-à-vis de Charles Anderlin. Il y a un monsieur d'un journal italien qui a dit « Je suis là », alors qui a insisté pour participer au panel alors qu'il n'était pas prévu, et il a dit « Je suis là par solidarité pour Charles Anderlin, et de toute façon, les faits ne m'intéressent pas. » Donc voilà où on en est sur cette affaire-là. Alors, il y avait Yvan Rioufol. Yvan Rioufol, c'est donc un éditorialiste du Figaro qui publie tous les vendredis. Et donc, il a participé au panel et lui a aussi été stupéfait par l'attitude de France 2.
Donc en gros, l'attitude de France 2, c'est museler tout le monde. On fait une politique d'intimidation. Quand on voit qu'il y a un média qui parle un peu trop du sujet, on le prévient. On lui dit qu'on est prêt à lancer une procédure et que parfois, une procédure est effectivement lancée. Alors, ce que je vous propose, donc, les gens maintenant parlent, tout le monde parle bien de l'affaire Anderlin, de l'affaire Karsanti, de l'affaire Aldoura. Je tiens à vous dire que ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une théorie, c'est le résultat d'une enquête minutieuse qui a été faite par différentes personnes de manière différente, à partir de documents qui n'ont jamais été contestés par qui que ce soit, ni par France 2, ni par les avocats de France 2, ni par la justice française. Donc on est en face de documents validés partout. Alors, pendant toutes ces années d'enquête, avant moi, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait un travail remarquable. On peut en citer quelques-uns, on peut citer Nahum Shahaf, Pierre Rehov, Stéphane Juffa, Gérard Hubert et beaucoup d'autres. Et je tiens à vous dire que, comme vous savez, je parle de plus en plus dans le monde entier, pas tellement en France, mais beaucoup à l'étranger, cette affaire commence à être connue et à avoir de plus en plus d'impact à l'étranger. Donc, en gros, on peut dire que la France est le seul pays qui refuse d'affronter la vérité clairement. Et je pense qu'il faudra une pression internationale encore plus forte pour contraindre la France et France Télévisions à reconnaître son mensonge. Je dirais, à moins qu'un grand média français s'en mêle. Alors, dans cette présentation, à la fin, vous verrez, je n'ai pas voulu intégrer le reportage de ARD dans ma présentation, par souci d'honnêteté, pour pas, je dirais, faire de la manipulation. Il y a ma présentation à partir de mes documents, qui sont des documents extraits de France 2, de la société de presse, de Reuters et des anciennes images de ARD. Mais à la fin, j'ai ajouté quelques petits films de l'ARD, sous-titrés en français, qui vous permettront de voir le documentaire que l'ARD a diffusé il y a un mois. Alors, quand l'ARD a diffusé ce document, vous noterez qu'aucun média français n'en a parlé, absolument aucun, si ce n'est Radio J, qui m'a invité le lendemain de la diffusion pour que je raconte ce qu'il y avait dedans, et aussi qui m'a invité ensuite quand ma conférence de presse a été annulée la semaine dernière. Alors, on peut dire en gros que le film de l'ARD a été censuré en France, ou je dirais même pire, auto-censuré. Alors, en réaction à la diffusion du reportage de l'ARD, Patrick de Carolis a envoyé un courrier menaçant la chaîne publique allemande. Ça a été révélé par la lettre de l'expansion du 16 mars. Et le contenu de la lettre de Patrick de Carolis prouvait qu'il n'avait même pas vu le documentaire de l'ARD. Donc c'est exactement comme ça qu'on fonctionne chez France Télévisions. On ne regarde même pas, mais on attaque avec une lettre de menace. Ainsi, par exemple, dans le reportage, on reprochait à Esther Shapira et Georg Hafner de ne pas avoir donné l'avis de France 2. Or, vous verrez dans les extraits qu'on voit Charles Anderlin parler, on voit Arlette Chabot parler, on voit le caméraman Talal Bourachma parler. Et donc, en gros, Carolis a aussi ajouté que ce reportage posait un problème dans les relations, mettait en danger les relations qui unissent la chaîne publique allemande ARD et France Télévisions. Bon, je vais aller un petit peu... Enfin, je ne vais pas aller dans tous les détails de cette lettre, mais elle est véritablement grotesque. Alors, il y a quand même des murs qui sont en train de tomber dans le monde entier, et même en France. Il y a une organisation non juive, je tiens à préciser, qui m'a invité et qui, dans 3 semaines, lors d'une de ces grandes réunions nationales, je vais faire cette présentation à Aldoura devant tous les délégués nationaux. C'est très important parce que c'est une véritable digue qui va tomber. Ça va véritablement être un choc pour France Télévisions de savoir qu'une organisation non juive me soutient et une organisation avec une telle réputation. Voilà, alors, pour conclure un petit peu avant de lancer la présentation, je tiens à vous dire aussi que je suis invité prochainement à New York. Il y aura une conférence qui sera organisée par un prestigieux think tank qui s'appelle le Hudson Institute et où je suis invité à parler, on va parler un petit peu des orientations diplomatiques de la France. Alors, avant enfin de lancer la présentation, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça révèle, selon moi, sur la France. Le fait qu'une fausse information comme celle-ci puisse perdurer nous en dit beaucoup sur l'état de la démocratie française. Une démocratie, c'est pas seulement le droit de voter, c'est aussi le droit d'être informé de façon honnête, et c'est aussi le droit d'avoir une justice équitable. Quand on sait que lors de mon premier procès, il y a eu une lettre de Jacques Chirac qui a été utilisée pour faire pression sur la justice et que ça a marché, quand on sait qu'il y a des pressions de journalistes français sur une institution française qui dépend du gouvernement français qui a permis d'interdire ma conférence de presse,
peut se poser aussi des questions. Et je dis tout ça sans considération politicienne, de petite politique politicienne. C'est-à-dire que c'est pas Nicolas Sarkozy parce qu'il est là, c'est pas parce qu'il est là qu'on ne peut plus dire les choses en France. C'est simplement l'état intellectuel de la société là-dessus. Alors il y a une véritable omerta qui existe en France actuellement sur ce sujet-là, qui doit être brisée. Et j'observe que dès que je cherche à parler de cette affaire-là, il y a toute une machinerie qui se met en branle pour m'empêcher de parler. Alors la vraie question que je pose, c'est est-ce moi, Philippe Carsanti, le danger pour la société française et la démocratie française? Ou est-ce que le danger, je dirais pour une certaine caste, c'est la révélation de ces pratiques médiatiques, et particulièrement celle des médias audiovisuels publics français? Donc ma conclusion là-dessus, avant de lancer, c'est qui arrêtera France 2? Qui arrêtera les autorités françaises? Un journaliste, c'est curieux, ça enquête. Je suis prêt, après cette présentation, vous rencontrez tous les uns derrière les autres, vous montrez plus que ce que vous verrez là, vous verrez peut-être que 30 ou 40% de ce dont on dispose. Écoutez, je pense qu'on va avancer. J'insiste vraiment sur un point. Pendant des années, j'ai cru que cette affaire était liée à l'antisémitisme, à l'antisionisme en France. Je pense qu'on est passé sur un autre stade. C'est un sujet maintenant qui doit intéresser la société française, puisqu'on est véritablement sur un cas de censure flagrant et de dysfonctionnement, je dirais, des dysfonctionnements de société et politique. Bien voilà. Ok, donc je vous propose qu'on avance sur la présentation. Alors, on va d'abord faire un tour historique de l'affaire. Ensuite, je vais vous expliquer mes sources et ma méthodologie. Ensuite, on verra le film de France 2 et son contexte. Ensuite, on posera la question centrale. Est-ce que Mohamed et Jamal Al-Doura ont été abattus le 30 septembre 2000 à Neza devant la caméra de France 2? Et pourquoi on ne peut oublier? Alors, cette présentation, pour ceux que ça intéresse, tous ceux qui le veulent, si vous avez une clé USB, je vous la transférerai sur la clé USB, donc vous pourrez partir avec si vous voulez revoir les images, revoir les photos. Alors, les principaux protagonistes, il y en a trois. Il y a Talal Abou-Rahma qui est le caméraman, c'est lui qui a filmé les images à Gaza ce jour-là. Il les a envoyées à Charles Anderlin, qui n'était pas là, qui était à Ramallah ce jour-là, et qui les a montées ensuite à Jérusalem, et qui les a commentées. Et enfin, Jamal Al-Doura, c'est donc le père de Mohamed Al-Doura, qui lui est encore vivant, selon la version de France. Alors, la chronologie des événements. Donc le 30 septembre, France 2 diffuse son reportage. Donc c'est repris dans le monde entier. France 2 offre ses images aux télévisions du monde entier gratuitement. Le 3 octobre 2000, Talal Abou-Rahma va au Centre palestinien des droits de l'homme et témoigne sous serment. Il affirme avoir filmé 27 minutes de l'incident, c'est-à-dire de la fusillade entre le père et l'enfant. Il affirme aussi que le père a été tué, a été blessé après avoir reçu 12 balles, a été blessé grièvement, et que l'enfant a été tué après avoir reçu 3 balles, et que l'incident a duré 45 minutes, dont il aurait filmé 27 minutes. En mars 2002, la télévision publique allemande ARD diffuse un documentaire qui remet en question la version de France 2 et qui dit les balles qui ont tué le petit Mohamed ne peuvent pas venir de la position israélienne. C'est un documentaire d'une 50aine de minutes qui est très intéressant et qui à l'époque a attiré mon attention et c'est comme ça que je suis rentré dans l'affaire. Il ne s'est pas passé grand-chose entre les 2 années suivantes, 2 années et demie suivantes, si ce n'est que moi j'ai été en contact donc avec Naoum Shaf et avec d'autres personnes en Israël qui m'ont amené à comprendre que le reportage était, selon eux et aussi maintenant selon moi, ne représentait pas la réalité. Alors en octobre 2004, Denis Jambard, ancien rédacteur en chef de l'Express, Daniel Lecomte, producteur de télévision, et Luc Rosenzweig, ancien rédacteur en chef au Monde, ont vu les 27 minutes de France 2. Ils sont allés se plaindre à France Télévisions, ils ont dit nous on veut voir les images, tout le monde nous dit qu'il y a un problème, et il faut savoir que pendant toutes les années où on contestait ces images, France 2 nous disait si jamais vous aviez vu ces 27 minutes d'images, vous sauriez à quel point ces images sont insupportables, insoutenables, et vous n'oseriez pas critiquer le reportage. Donc, voyons que ça ne bouge pas, c'est en novembre 2004 que je décide de publier mon article provocateur vis-à-vis de France 2. On avait pris des avocats, on savait qu'on allait être poursuivi en diffamation, et ça a marché, ils nous ont attaqué. En septembre 2006, il y a eu mon procès en première instance. Le procureur de la République a demandé ma relaxe en disant que j'avais apporté des preuves convaincantes et suffisantes. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une lettre de Jacques Chirac qui a été remise parmi les pièces de France 2 et qui disait que Charles Anderlin est un journaliste extrêmement crédible qui fait très attention aux détails. J'ai donc été condamné le mois suivant et j'ai immédiatement fait appel. En septembre 2007, on a eu le procès en appel.
Et là, il s'est passé quelque chose d'impressionnant, c'est que les juges qui devaient avoir le procès qui ne devait durer qu'une après-midi, ont interrompu le procès et ont dit à France 2, attendez, on veut voir les rushs maintenant, parce qu'il y a des images qui posent problème. France 2 a été choquée, donc les juges ont exigé la communication des 27 minutes de rush. Et ce qui s'est passé, c'est que France 2, au lieu de communiquer les 27 minutes qui étaient attendues, n'en ont communiqué que 18. Il y a eu ce visionnage des rushs, et là, je dirais coup d'éclat, Charles Anderlin est venu défendre ce que lui appelait être ses images. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les juges eux-mêmes leur disaient, mais monsieur Anderlin, ce ne sont pas vos images, ce sont les images de votre caméraman. Et il a passé son temps à se les attribuer lui-même, donc il a fait corps avec son caméraman pour les défendre. 3 mois plus tard, on a eu les plaidoiries finales le 27 février 2008. Là, ça a duré 7 heures. Il y avait donc Charles Anderlin et Arlette Chabot face à moi, avec aussi face à moi Francis Spinner, l'avocat de France 2. Francis Spinner a dit que j'étais le croisement de Thierry Messant, celui qui affirme que les attentats du 11 septembre sont le travail du Mossad et des services secrets américains, et le croisement aussi avec Robert Forisson, le négationniste de la Shoah. Donc malgré cela, j'ai été relaxé par la Cour d'appel. France 2 et Charles Anderlin se sont pourvus en cassation, donc on est encore pendant sous cette procédure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, et je pense qu'il faut être très clair là-dessus, la procédure n'est qu'une procédure concernant mon article, n'est pas une procédure concernant les images. Donc, le fait que j'ai gagné en justice, ou que j'ai perdu en justice, ou que je gagne ou que je perds en cassation, n'est pas la chose importante. En fin de compte, l'idée était de faire monter l'affaire à la surface, et pour pouvoir faire justement ces conférences dans le monde entier avec une certaine légitimité. Donc j'insiste vraiment sur l'important, ce n'est qu'une... La justice ne jugera simplement s'il y a une diffamation sur un article qui a été publié, mais maintenant, vous allez voir que moi je crois qu'on détient les preuves que les images ne sont pas authentiques. Alors le 27 mai 2008, il y a eu la pétition du Nouvel Observateur qui a été signée par 3 ou 400 journalistes français, parmi les plus prestigieux, qui disait en gros, on n'a pas le droit de critiquer Charles Anderlin parce que c'est un grand journaliste, et Philippe Kersanti, ça n'est rien, il n'existe pas dans notre spectre, donc on n'a pas à lui accorder du crédit. En septembre 2008, le CRIF et France Télévisions sont convenus de mettre en place un groupe d'experts pour analyser les images, sauf que France Télévisions a réussi à gagner beaucoup de temps, et pour l'instant ce groupe d'experts n'a pas été formé. Il n'y a qu'une seule personne qui a été choisie, qui s'appelle Patrick Gobert, qui est le président de la NIFRA. Et je crois que tant Patrick Gobert que le président du CRIF se sont fait un petit peu promener par France 2, qui ne fait rien pour faire avancer ce groupe d'enquête. Et enfin, le 4 mars 2009, il y a eu le nouveau documentaire de la chaîne ARD, la chaîne publique allemande, et là vous verrez que les conclusions sont accablantes pour France 2. Ils vont quelquefois plus loin que moi sur certains points, et vous le verrez à la fin. Alors, je vous propose qu'on revoie le reportage de France 2. Là, ça dure 55 secondes. Et ce que j'affirme, c'est que 100% de ce que vous allez voir sont des images fausses. Du premier blessé au dernier. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes. Mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort. Et son père gravement blessé. Voilà, donc ça c'est la dernière image du reportage de France 2. Voilà. Donc une semaine plus tard, le 7 octobre 2000, voici comment le médiateur de France 2 présentait les faits. Bonjour, une image de guerre, la mort d'un enfant, la violence la plus inhumaine, la plus révoltante. Cela se passait samedi dernier à Netzarim. Mohamed avait 12 ans, il était palestinien et musulman, il aurait pu être juif et israélien. Au-delà des croyances et des origines, l'horreur absolue, c'est l'assassinat d'un enfant. Donc l'assassinat d'un enfant, c'est un meurtre prémédité. Alors, excusez-moi, on va permettre ça là. Alors, questionné sur son reportage, Charles Anderlin a affirmé
à Télérama. J'ai coupé l'agonie de l'enfant, c'était trop insupportable quand au moment où l'enfant reçoit les balles, il n'a même pas été filmé. Dans un journal américain, il a affirmé comme certaines parties de la scène sont insupportables, France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique. Et au Nouvel Obs en 2005, sachant combien on me le reproche aujourd'hui, je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupé. Donc on arrive à partir de ces trois déclarations sur le fait, déjà qu'il nous affirme avoir une agonie de l'enfant, mais il nous dit en revanche qu'il n'a pas le moment où l'enfant reçoit les balles. Alors, Jean Bart, dans le Figaro, après avoir vu les fameux rushs, déclare « Le visionnage des rushs ne nous apprend rien de plus sur l'agonie de l'enfant, ou plutôt si, cette fameuse agonie qu'Andérin affirme avoir coupée au montage n'existe pas. » Donc ça, c'est déjà un premier coup de tonnerre. Et... Ok. Le visionnage intégral des rushs démontre aussi qu'au moment où Charles Anderlin donne le gamin pour mort tué par les Israéliens, c'est-à-dire le soir même sur le journal de France 2, rien ne lui permet d'affirmer qu'il est vraiment mort, et encore moins qu'il a été tué par des soldats israéliens. Donc ces deux déclarations déjà posent énormément de problèmes par rapport au reportage de France 2. Ok. Philippe, Attends, c'est gentil, je vais voir. Je pense que ça va. Alors maintenant, je voudrais vous montrer comment Charles Anderlin a décrit la façon dont son caméraman lui a annoncé l'épisode. Alors, comme je de la chaîne publique allemande ARD, de son premier reportage qui a été diffusé en 2002. He told me that he caught on camera the death of a child. Told me the story more or less that the child and the father were on the fire and the child died in front of the camera. At around 6 o'clock in Jerusalem, I got his material. Donc là c'est intéressant, il nous dit qu'à 6 heures, aux alentours de 6 heures, il a eu les images à Jérusalem. Alors. He told me that Alors, maintenant ce que je voudrais vous faire entendre, c'est ce que le directeur de la rédaction de France 2, Pierre-Henri Anstam, a affirmé à l'émission du Médiateur le 7 octobre 2000, une semaine après les faits. Voilà. Alors, c'est la question que moi je vais poser à Pierre-Henri Anstam, le directeur de la rédaction. Donc c'est ce qu'il fallait passer ces images. Est-ce qu'on a pris les précautions nécessaires? Oui, comme l'a dit Charles Anderlin, il y a eu une discussion dès le début de l'après-midi, lorsque de notre correspondant à Gaza, il a donc parlé avec Philippe Arroir, et Philippe lui a dit, bon, en tout cas il faut faire attention dans le montage que tu vas faire pour qu'il y ait effectivement une certaine distance. Et comme vous avez pu le voir dans ce reportage, ça commence par quelqu'un qui est blessé, que l'on voit sur l'image tomber par terre parce qu'il est blessé. Vous avez sans doute remarqué aussi que, bien sûr, nous n'avons pas mis l'image des balles qui atteignent l'enfant et son père, parce que ça fait partie de notre responsabilité. C'est ce que nous faisons toujours lorsqu'il y a des images difficiles. On essaie de, à la fois témoigner, parce que c'est notre métier, et en même temps de ne pas heurter et choquer. donc chose intéressante, on apprend là ici que maintenant ils ont reçu les images en début d'après-midi, alors que Charles Anderlin nous affirme les avoir reçues à 18 h, donc il y a déjà une première contradiction. Et puis lui nous dit, on n'a pas montré les images du moment où le père et l'enfant reçoivent les balles, alors que Charles Anderlin nous dit qu'ils ne les ont pas eues. Donc il y a déjà un problème de discours. Alors, je vais être très clair, j'ai rencontré Pierre-Henri Anstam très récemment, je lui ai posé des questions. Et en gros, il m'a répondu très clairement qu'il s'est fait avoir, qu'il a répété à cette émission ce qu'on lui a dit de dire, ce que Charles Anderlin lui a dit au téléphone. Donc il n'a fait qu'être le porte-parole de sa rédaction, mais il ne connaissait rien au dossier. Il a découvert les images, je dirais, peut-être, il les connaissait bien vous, parce que véritablement, il ne connaissait pas les noms, il ne connaissait pas Mohamed, Jamal, il ne connaissait absolument rien. Donc il s'est véritablement fait intoxiquer en interne. Alors, donc, bon, ça c'est simplement une slide pour montrer les différences entre les deux déclarations. Maintenant, je voudrais vous montrer les seules images que détient France 2 qui suivent la mort de l'enfant dans les rushs de France 2. Alors le problème c'est que visiblement, je sais pas, on a un problème chaque fois des premières secondes. On va essayer de la faire.
Donc là, je viens d'arrêter pour que vous puissiez revoir. Mais... c'est mal fait. Donc, on va essayer de le refaire. Il y a un problème avec le rétro. Excusez-moi. Bon, alors je vais essayer de vous le faire, vous le mimer, après vous allez le revoir dans une autre émission, dans un autre film, et on voit l'enfant qui tourne la tête en direction de la caméra et qui le baisse la tête. Vraiment, c'est... Bon, on le reverra, on va le revoir juste ensuite. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors que là il est donné pour mort, que ce sont les 10 secondes suivantes que France 2 n'a jamais voulu montrer, vous voyez aussi qu'il a quand même le pied au-dessus du sol, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare pour quelqu'un qui est décédé. Alors, donc l'avis du médecin expert près de la cour d'appel de Paris. Sur les images tournées après que l'enfant ait été déclaré mort par l'adulte qui l'accompagnait, on aperçoit nettement sur le document vidéo des mouvements du tronc, une rotation droite de la tête, un mouvement en élévation du coude droit et des mouvements d'extension des deux jambes. Donc ça, c'est un témoignage que j'ai apporté à la cour d'appel. Alors, excusez-moi. Voilà, j'aimerais bien. Attends, il faut que vous puissiez le voir en entier parce que c'est pas... c'est interne. Il sera rediffusé plus tard dans la présentation. Là, c'était un gros plan de la vision où on voyait encore le pied au-dessus et on voyait véritablement l'enfant, et vous le reverrez un petit peu plus tard, hein, le coup de lever. Alors, donc le contexte du repas, je vais vous expliquer comment on va faire la démonstration. On va voir d'abord le contexte, ensuite on va voir ce qui s'est passé globalement sur Mohamed et Jamal, ensuite on va s'intéresser à Jamal Al-Doura, le père, et ensuite à Mohamed Al-Doura, le fils. Alors, combien de temps le caméraman de France 2, Talal Abou-Rahma, a filmé l'incident? Alors, sa déclaration sous serment au Centre palestinien des droits de l'homme. J'ai passé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui a duré 45 minutes. Donc, c'est ce qu'il déclarait 3 jours après. Maintenant, on va voir ce qu'il déclarait. How long did you film them sitting there? Well, that was 6 minutes. You'll be surprised, you know, for about 6 minutes it's easy for him. But he doesn't know this 6 minutes. This next 6 minutes, I took it in 45 minutes shooting in the ball. Donc, avant il nous disait 27 minutes, là ensuite il nous dit qu'il a filmé 6 minutes, mais il maintient les 45 minutes de tir sur le garçon. Alors ensuite, on va voir que Charles Anderlin, lui, interrogé encore par Esther Shapira, parle d'une trentaine de minutes. Vous allez l'écouter. The original cassette, the film material itself. I showed it to you here. So that's 30 minutes to take. No, altogether the tape is 30 minutes, with what happened before the start of the shooting and the scene. Ok, donc là il nous parle d'une trentaine de minutes. Je pense que cette trentaine de minutes, c'est véritablement la cassette des 27 minutes dont parlait Talal Abou-Rahma au début. Donc 27, 30, on peut considérer que c'est le moment, enfin c'est le moment qui a été filmé. Sauf que lors du procès en cour d'appel, comme je vous le disais, on n'a eu que 18 minutes sur les 27, donc ils ont effacé 9 minutes volontairement. Et ce qui est encore plus grave, c'est que quand on regarde ces 18 minutes, il y a moins d'1 minute dans ces rushs qui concernent Mohamed et Jamal. Moins d'1 minute. Alors, France 2 n'a pas été la seule chaîne à recevoir les rushs de Talal Abou-Rahma. CNN les a reçus. C'est Mike Hanna, qui était le correspondant de CNN à Jérusalem, mais il a refusé de les diffuser. Parce qu'il avait besoin d'avoir des garanties d'authenticité. Juste pour que vous sachiez, Mike Hanna, qui travaillait pour CNN, travaille maintenant pour Al Jazeera International. Alors donc ça c'est des extraits du livre d'Elisabeth Chemla, Ton rêve et mon cauchemar. Donc CNN a eu ces images terribles en même temps que France 2. Hanna s'est refusé à l'envoyer tel quel au siège d'attentat, comprenant la teneur historique des images. Il souhaitait avoir toute l'histoire autour, en connaître les circonstances exactes, le pourquoi et comment, avant de lancer cette bombe médiatique. Dans un article qui était publié dans Jeune Afrique, il expliquait aussi qu'il voulait avoir des garanties d'authenticité qu'il n'a jamais eues. Alors, maintenant on va regarder donc, le lieu où ça s'est passé, le carrefour de Netzarim. Donc ça c'est un dessin qu'a fait Talal Abou-Rahma au Centre palestinien des droits de l'homme, et il est assez fidèle à la position. Vous voyez donc le fortin israélien qui est là, une distance approximative de 80 mètres, le baril derrière lequel le père et l'enfant étaient, et lui affirme être resté là pendant les 45 minutes à filmer. Et là vous verrez tout à l'heure que je vous montrerai des scènes qui ont été filmées dans cette zone-là,
le même jour, un petit peu avant et au même moment. Donc ça c'est France 2. France 2, ils ont fait un dessin pour illustrer leur reportage. Vous voyez que c'est assez fidèle, on voit à cet angle à peu près. L'angle a été calculé entre 30 et 35 degrés vis-à-vis du mur, vous voyez. Et enfin, ça c'est une photo aérienne. Là, donc on voit encore la position israélienne qui est assez grande. Une distance, et là un gros plan du baril, avec le croisement de Netzarim. Alors, que tournait-on, là c'est dommage parce que si on rate les premières secondes du film, que tournait-on le 30 septembre 2000 au carrefour de Netzarim? Ce qu'on a fait, on a récupéré les rushs de Reuters et de la société de presse, et on a pris 3 des scènes les plus grotesques. On en a beaucoup d'autres, mais je vais vous montrer simplement pour que vous voyez que ce jour-là, on n'était pas dans une atmosphère de film de guerre. Enfin, de film réel de guerre. Voilà. Attendez, donc là, c'est bien. Donc là, on est face au fortin israélien. Il y a un garçon qui tombe. On va le reprendre. On appelle l'ambulance. Donc les caméramans commencent à arriver. L'ambulance arrive assez vite. Et les caméramans qui filment. Et regardez ce garçon qui part. Voilà. Donc il a un de ses copains qui vient d'être abattu, si on suit la version. Et lui il part en souriant, en tournant le dos aux Israéliens et en applaudissant. Ce qui paraît étrange. Et ensuite, on voit cet homme en tenue militaire avec une arme qui semble absolument pas en danger. Voilà. Alors, voilà une évacuation. Voilà, donc l'ambulance arrive, l'homme n'a même pas besoin d'être porté, il rentre en courant dans l'ambulance. L'ambulance démarre et les gens vont à l'école. Alors, là, c'est une évacuation ratée. Alors, vous allez voir, c'est une ambulance qui démarre, mais elle démarre un peu trop vite et l'homme qu'on a mis dedans, il tourne par terre. Alors, donc ces mises en scène ont été confirmées au sein même des rushs de France 2 par Jean Bart et Lecomte. Cela permet de relever avec l'approbation de nos confrères de France 2 présents autour de la table que dans les minutes qui précèdent la fusillade, les Palestiniens semblent avoir organisé une mise en scène, une joue à la guerre avec les Israéliens et simulent dans la plupart des cas des blessures imaginaires. Quand Jean Bart et Lecomte en ont parlé aux gens de France 2, les gens de France 2 lui ont répondu « Mais tu sais très bien que c'est toujours comme ça ». Et Lecomte a eu cette réponse en disant « Toi tu le sais, mais lui le téléspectateur ne le sait pas ». Alors, on va voir la première scène du reportage de France 2. Et on va se poser la question de savoir est-ce qu'elle est authentique. Alors là, c'est un vrai problème parce que si on rate la première seconde, c'est vraiment un problème. Je vous en parle et puis après vous la reverrez. L'homme, vous vous souvenez, il y a un homme qui prend une balle dans la jambe au début. Et vous allez voir, alors, vous voyez, c'est dommage. Voilà. Mais ce que vous n'avez pas vu là, mais on le reverra après, c'est que l'ambulance arrive exactement en 2 secondes et demie. Donc c'est absolument impossible. Si quelqu'un a son téléphone portable qui sonne maintenant, il lui faudra plus de 2 secondes et demie pour l'éteindre. D'accord? On a fait le test. Alors, ce qu'on va voir aussi, mais là encore c'est un problème parce que si on rate les images, c'est que prise de vue, que l'homme qui prend la balle dans la cuisse, caméra qui le filme sur un autre angle. Vous allez le voir. Excusez-moi. Voilà, il est là. Il est là. Et alors, ce que vous n'avez pas vu, mais bon, je suis vraiment désolé, c'est un problème technique, c'est que l'ambulance, grâce au rétroviseur qui passe là, on voit qu'elle part même avant même qu'il ait reçu la balle. Encore une fois, je vous dis, j'ai tous ces fichiers, je pourrais vous les donner sur clé USB ou vous les envoyer autrement. Et donc l'ambulance part avant même qu'il ait reçu la balle. Et chose incroyable, alors qu'il est censé prendre une balle qui le projette sur la Jeep, il fait un bond d'1 mètre dans le sens opposé. Mais chose aussi incroyable, c'est extrêmement rare qu'une télévision filme quelqu'un en train de prendre une balle en direct. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 caméramans qui ont, au cœur même de leur objectif, cet homme-là. Ils savent tous les deux qu'il va se passer quelque chose sur cet homme-là puisqu'ils le filment. Ou alors, c'est un triple hasard, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui filment cet homme-là par hasard, on ne sait vraiment pas pourquoi, et une ambulance qui vient en 2 secondes et demie, exactement par là. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va quand même se poser des questions. Regardez. Alors, l'homme qui est prétendument touché à la jambe droite, vous allez voir qu'il ne saigne absolument pas. Voilà. Sa jambe ne saigne pas, et ARD le confirme dans son documentaire, où je vous montrerai un extrait tout à l'heure, que l'homme est même traîné sur le sol, ne laisse aucune trace de sang. Ensuite, on le pose sur sa jambe droite, sur la civière. Vous voyez, sa jambe droite là. Mais il ne s'en plaint absolument pas.
Et au moment où on tourne cette scène, les Al-Doura sont déjà positionnés derrière le baril. Donc cette scène qui n'est pas authentique, et c'est confirmé dans le reportage de l'ARD, et à ce moment-là, les enfants, le père et l'enfant sont déjà derrière le baril. Vous verrez que la fin du truc, c'est absolument un cauchemar, c'est l'histoire de technique. Mais bon, là, vous voyez cette Jeep là, à droite, il y avait l'évacuation sur la droite, et là, on a le père et l'enfant. Alors, ça, c'est confirmé par France 2. Alors, France 2, il faut que vous sachiez que dans toute la procédure qui m'a opposé à France 2 m'a envoyé, entre guillemets, des petits espions qui venaient me voir. Ah, je suis très intéressé par ce que tu fais, j'aimerais bien voir tes présentations. Et donc, moi, j'ai toujours joué cette carte sur table, je leur montrais mes présentations. J'en avais que certains que j'avais identifiés. Ils allaient voir France 2 et ils leur disaient tiens, il a ça, il a ça. Donc, en réaction, ils ont préparé un DVD pour contrer mes affirmations, puisque on peut voir, comme ils savaient que j'avais ces images-là, eux disent ben voilà, on va aller plus loin, on va faire une préemption et dire on sait qu'ils étaient déjà là. Donc regardez, c'est un extrait du DVD que France 2 a diffusé à la cour d'appel le 27 février 2008. Alors, vous allez voir. Écoutez le son. Écoutez le son, vous allez voir. On retrouve les images de France 2 déjà vues, montrant la fin de l'évacuation. C'est combien ça sent. Là, l'évacuation de la Jeep, lui il va cracher sa fumée aussi. Un autre chauffeur prend le volant, la Land Rover redémarre. Et là, il y a un effet de manipulation. Dans leur fuite, ces hommes passent devant on est au ralenti, caché derrière ce qui ressemble à un cylindre en béton. Vous voyez ce bruit de balle? C'est une véritable manipulation. Puisque regardez, quand moi je vous montre en revanche la personne au ralenti, comme vous faites, quand on fait du ralenti, normalement il n'y a pas de son. Si on met une bande son, c'est qu'on veut rajouter une impression. Donc vous voyez là, et là l'autre qui fume. Or, dans son DVD présenté à la cour d'appel, il y avait véritablement un objectif de faire croire qu'on était sous une fusillade. D'accord? Donc il confirme que le père et l'enfant étaient là au moment où on tourne cette première scène. Alors, donc, pour résumer la situation sur cette première partie, il a montré à la cour que 18 des 27 minutes. On a les 10 secondes d'image des rushs qui suivent la mort de l'enfant, qui infirme la version des frais de France 2. On la reverra plus tard, vous verrez, hein, vous le verrez mieux, le coup de lever. L'agonie insoutenable de l'enfant annoncée par Charles Anderlin n'existe pas plus que les images du père qui atteignent le père et l'enfant. Le 30 septembre, au carrefour de Netzarim, on tournait de fausses scènes de guerre. Hein, elles sont datées, elles sont sourcées AP et Reuters. Et la première scène du reportage de France 2 n'est pas crédible. Ça aussi, comme je vous le disais, c'est confirmé dans le documentaire de la RT. Alors, maintenant, on s'intéresse à Mohamed Jamal. Ont-ils été atteints le 30 septembre à Netzarim devant la caméra de Talal Abou Rahman? Alors, est-ce qu'ils étaient seuls derrière le baril? It was clear they were focusing on them because in that area now nobody there except the boy and the father. Nobody. Donc Talal Abou Rahman nous explique qu'ils étaient seuls derrière le baril, qu'il n'y avait absolument personne. Alors on va voir ce que nous dit. Nobody could move. This is the explanation of Talal. Nobody could move, and one driver of an ambulance got killed while trying to get the wounded person out of the scene. There was strong shooting. And until it stopped, nobody moved in that area. This is what we saw also from the few video scenes that we could get from other cameramen who was there, including the AP cameraman. D'accord, donc si on est bien d'accord, on les écoute bien, il y avait personne, ils étaient tout seuls. Or, ce que nous on a fait, c'est qu'on a récupéré les images des caméramans de Reuters et de la société de presse, et qui prouvent qu'ils étaient juste à côté des Al-Doura, les deux. Alors, l'image va revenir. Donc j'ai fait ça sur le dessin de Talal Abou Rahman pour bien montrer la source. Le caméraman de Reuters, il est à 1 mètre du père et de l'enfant, et le caméraman de la société de presse à 2 mètres. Donc c'est assez impressionnant, et vous verrez plus tard que c'est même confirmé par France 2, puisque France 2 savent encore qu'on a ces images, donc ils trouvent une justification après. Alors regardez, ça ce sont les images d'AP, enfin, les premières secondes sur AP. Voilà. Donc là, regardez. À gauche, on voit la chemise du père et de l'enfant. Donc le caméraman, il filme dans cette direction, il filme le fortin israélien. Et là, on voit déjà qu'il y a plein de gens qui courent. On va voir la répétition de la première scène avec la Jeep. Vous vous souvenez de la Jeep avec le premier blessé? On fait un arrêt, il n'y a pas de blessé là, on fait une répétition. Il y a des gens qui courent. La Jeep démarre, on entend toujours ces bruits de balles incessants qui font partie des manipulations. On voit ces gens.
des ambulances. On est face au fortin israélien. Vous voyez, cet homme il est attendu. Alors, et le fortin, c'est tout ça. C'est toute cette bâtisse, tout ça. Et regardez ce qu'on a à la fin. Mince. Non, faut pas. Ah, voilà. Ok. Donc vous voyez ce qu'on a à la fin. On a à la fin de cette séquence Associated Press, on a face au fortin israélien un caméraman avec son trépied et son assistant. Si vraiment on est dans une scène où les Israéliens sont en train de canarder et de nettoyer toute la zone, je pense que ces deux-là ils sont déjà morts. Alors maintenant on va voir Reuters. Donc là Reuters, regardez, on a ce garçon à vélo là, on a une voiture qui s'arrête, une petite ambulance qui s'arrête calmement. On est bien dans le fortin israélien. Là, vous voyez, les garçons passent encore à vélo. Tout le monde respecte la signalisation. On a 4 garçons là devant le fortin. À gauche, on va voir le baril et on va même voir le père qui va bouger la pierre une pierre sur le baril. Regardez le baril à gauche. On va voir encore la première scène de la Jeep. La première Jeep, la répétition, voilà. On a deux mains. Regardez lui, on a le père qui bouge la pierre, mais on a un monsieur qui court avec son téléphone portable. Derrière la Jeep, on a quelqu'un qui continue à faire du vélo en tournant le dos aux Israéliens. Là, on a quelqu'un qui court. Et on a toujours ces bruits de balles incessants pour vous donner l'impression qu'on est en pleine fusillade. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. À l'intérieur du fortin, il ne se passe absolument rien. Et on entend même le père et l'enfant qui parlent. Certifié, confirmé que c'est bien la voix du père. Alors, comme France 2, je vous le dis, savait qu'on avait ça, ils ont fait dans leur DVD une explication à tout cela, donc qui vient infirmer les propos tant du caméraman que de Charles Anderlin. Mais écoutez, donc, les premières secondes, vous ne les verrez pas, mais vous les entendrez. Pour se protéger des tirs, à ce moment-là, le caméraman d'APTN qui se trouve face à la rue, ce sont les mêmes images, hein, vous voyez, se place contre le mur, derrière un autre reporter d'images, accroupi derrière Jamal et son fils, dont on reconnaît le pull-over bleu. Pour bien comprendre les faits, nous avons sur cette image filmée par le reporter d'APTN, au premier plan, le pied de la caméra abandonnée. Devant, un homme qui vient de se réfugier là à son tour. Dans le dos d'un autre caméraman, lui-même derrière Jamal et son fils. Ils sont donc 3 derrière Mohamed et Jamal Al-Doura. Bon, donc déjà ça, tout ça infirme complètement ce qu'ils ont dit précédemment, tant le caméraman que le journaliste. Alors, on va se poser maintenant la question des balles et des impacts. Parce que s'il y a des morts par balle, des blessés par balle, il y a des balles et des impacts. Alors. Well, first of all, as I told you, 28 minutes, around 28 minutes, they were hiding and the shooting on them. I mean, I could tell you clearly the focus on them. And I could see the bullets around the boy, on the wall, coming to the wall. Ok. Combien de balles vous imaginez avec des tirs sans discontinuer? D'abord il parle de 45, maintenant là il nous parle de 28 au début. Combien vous imaginez de balles sur le mur? C'est assez considérable, surtout à une distance de 80 mètres. There were many bullets, right? Coming around them. Donc là il dit qu'il y avait des centaines de balles. Some bullets hit but that doesn't mean anything. Okay, look at the wall. There is a lot of bullets around the wall. You know, I counted 40. On the wall, only 40. Donc 40 balles dans le mur, ça ferait moins d'une par minute sur 45 minutes de tir. Je vous rappelle qu'on est à une distance de 80 mètres et qu'on est sur une cible fixe qui fait 1 mètre carré, on peut dire que c'est quasiment la taille de l'écran. Vous demandez à n'importe quelle personne qui a déjà touché une arme, à une distance comme ça, en 5 secondes, on est sûr d'abattre la cible si on est un tireur correct. Alors si on est un soldat bien entraîné avec une arme assez bien entretenue, une arme de précision, c'est encore plus rapide et ça ne dure pas 45 minutes pour abattre une cible aussi proche. Alors, donc si on écoute bien ce qu'il nous disait, au début il nous dit des centaines de balles, ensuite il nous dit 40, en fait il n'y en a que 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à la fin. Alors on a 8 balles, ça fait moins d'une toutes les 5 minutes, si on écoute sur les 45 minutes de tir. Et quand on regarde les impacts, ils sont tous ronds. Or, les impacts ronds prouvent que les tirs sont perpendiculaires.
si le tir était venu d'une position entre 30 et 35 degrés, au lieu de faire des impacts ronds, ça c'est l'expertise balistique, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'expertise que j'ai présentée au tribunal qui fait 90 pages, ils expliquent que la forme des impacts aurait été ovale et aurait griffé le mur. Donc les tirs ne peuvent venir que d'une position palestinienne qui est positionnée derrière le caméraman de France 2, et ça vous le verrez plus tard, c'est confirmé aussi par la chaîne publique allemande ARD. Alors l'avis de l'expert balistique, c'est qu'en supposant qu'un seul tireur ait concentré ses tirs dans la direction pendant tout ce temps, ce n'est pas 8 impacts qui auraient été constatés sur le mur, mais au minimum 2000. Un seul tireur. Alors, maintenant on va écouter ce que nous disait Talal Abou Rahma au sujet de ces balles, tout en se contredisant. Alors, c'est en anglais, c'est un peu, vous allez rater les premières secondes. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris au début, je vous les redirai. Mais comme j'ai visiblement raté à chaque fois les 3-4 premières secondes, vous allez voir, il va changer de version dans la même vidéo. Did anybody, the Palestinian police also collect the bullets? Est-ce que quelqu'un a collecté les balles? This is really secret for us. Je ne sais pas. Didn't you ask? You're a journalist. It's Yes, I'm a important. journalist, but as I'm telling you, it's a secret for us. We have evidence, the kind of the bullet, I filmed it, the kind of the bullet, we pick up. The bullets are from the wall. What bullet was it? What would you say? How long was it? I don't know. You interviewed one from the general, he could tell you. From the Palestinian Yeah, you said you officer. interviewed Majida. He said he doesn't know because That's his fault. he couldn't collect the bullets. He said he wasn't there. He didn't collect them. France do collect. So you're doing a better investigation job than the police. No, we have some secrets, you know, for our sake. We cannot give anything, just everything. Voilà. Donc ça, c'est le caméraman de France 2. C'est la seule source de France 2. Je vous rappelle que ce caméraman nous expliquait que ce jour-là, il y avait entre 20 et 30 caméramans présents sur les lieux. Et il est le seul à avoir filmé cet incident. Il nous explique au début qu'il ne sait pas, ensuite il sait. Les balles, il les a filmées, ils les ont récupérées. Bien évidemment, au procès, j'ai demandé à ce que, comme il nous dit que France 2 a récupéré les balles, j'ai demandé à Madame Chabot, puisque vous avez les balles, peut-être pourriez-vous nous les montrer. Bien évidemment, Madame Chabot ne les avait pas. Alors, maintenant, les Al-Doura ont-ils été abattus par les soldats israéliens? Alors, attendez, donc ça c'est sa déclaration sous serment au Centre palestinien des droits de l'homme. Je peux confirmer que l'enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid et que son père a été blessé par l'armée israélienne. La tuerie a duré pendant 45 minutes. I never saw shooting in my life like this. Minutes shooting in the ball. Donc ça, il confirme. Un an après, à la chaîne publique allemande ARD, j'ai jamais vu de tir pareil dans ma vie. 45 minutes de tir, 45 minutes à tirer sur l'enfant. Alors, je vais vous montrer un document. Et ce qu'il faut que vous compreniez dans cette affaire-là, c'est qu'il y a des gens au sein de France Télévisions qui savent qu'on a raison et qui nous ont fait passer des documents. Et je vais donc vous passer un document. Au procès, quand France 2 a vu qu'on avait ce document, j'ai vu Madame Chabot perdre sa mâchoire. C'est donc le fax que Talal Abou Rahma a envoyé 2 ans après les faits pour retirer sa déclaration. Encore une fois, il n'a jamais été contesté, ni par les juges, ni par France 2, ni par les avocats de France 2. Et donc voilà ce qu'il nous dit, alors je vais vous le mettre en français, donc c'est certifié, c'est bien sa signature, c'est bien le fax de France 2. Voilà. Je n'ai jamais été à l'Organisation palestinienne des droits de l'homme à Gaza que les soldats israéliens avaient tué intentionnellement ou en connaissance de cause Mohamed Al-Doura et blessé son père. Tout ce que j'ai toujours dit dans les interviews que j'ai données, et que d'où j'étais, j'ai vu que les tirs venaient de la position israélienne. Voilà. Donc il faut savoir que France 2 n'a jamais informé les téléspectateurs de ce retrait, alors que ce retrait il était daté du 30 septembre 2002, 2 ans après les faits. 2 jours après, il y avait une manifestation devant France 2 pour demander à l'époque à France 2 de diffuser le documentaire de la chaîne publique allemande ARD qui avait été diffusé 6 mois avant en Allemagne, en leur disant « Regardez, la télévision allemande dit que les tirs ne viennent pas de la position israélienne. » À l'époque, on n'avait pas ce fax, bien évidemment. Mais donc France 2 savait déjà qu'ils s'étaient retirés. Alors maintenant, on va écouter l'origine des tirs selon Charles Anderlin. All the witnesses. Tous les témoins. I talked to J'ai parlé. me, the shooting was Les coming tirs from venaient the direction de la of position from the ou Israeli de la position position israélienne. itself. Voilà. Alors c'est intéressant parce que au procès, France 2 a présenté ces témoignages. Et ils ont donc présenté des témoignages écrits de caméramens, d'ambulanciers, de gens qui étaient là.
Alors, ce qu'on a fait, la première chose, c'est qu'on a analysé le contenu. Et vous allez voir une partie du contenu qui est assez intéressante, mais on a aussi analysé la forme. Et la forme, c'est qu'on les a fait analyser graphologiquement. Parce qu'on s'est aperçu que l'écriture se ressemblait beaucoup. Et l'analyse graphologique a confirmé à 100%, enfin à 99% comme ils disent, comme font toujours les experts, 99,999%, que tous les témoignages ont été écrits de la même main et de la main de Talal Abou Rahma. Mais voilà ce qu'il y avait écrit quand même dans ces témoignages. Ce que je vous demande de regarder, et là c'est au niveau de la démocratie française, c'est que des juges ont pu prendre au sérieux ces déclarations. Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité, et il y avait des tirs permanents venant du côté israélien. Il y avait un avion qui tirait d'en haut, le camp militaire israélien se trouvait exactement en face d'eux. Dans le jugement qui m'a condamné la première fois, il faisait référence à ces déclarations. Je vous rappelle qu'on a des avions, des missiles, alors qu'on a toujours 8 impacts de balles dans le mur, et quand on a le camp militaire israélien qui se trouvait exactement en face d'eux, on a la preuve, même par France 2, que ça n'est pas vrai. Maintenant, en voici d'autres. Il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Donc ça semble encore absurde avec les 8 impacts. Et enfin, je ne peux pas imaginer qu'un être humain ait pu rester en vie s'il avait essayé de se positionner derrière Mohamed et son père. Il n'y avait personne, absolument personne dans toute la zone. Donc tout ça déjà, ça infirme encore, je dirais que ces témoignages, je trouve, sont accablants pour France 2. Et vous allez voir ce qu'en dit la cour d'appel de ces témoignages. Donc en résumé, Jamal et Mohamed Al-Doura n'étaient pas seuls derrière le baril, c'est même confirmé par le film de France 2. Talal Abou Rahma est revenu sur ses accusations initiales. Ça, c'est un extrait de la cour d'appel. Les attestations produites par les soins du caméraman ne peuvent pas, au vu de leur présentation, c'est-à-dire de l'analyse graphologique, comme de leur contenu, c'est-à-dire le délire sur les missiles, les avions, les missiles anti-tanks et les hélicoptères, être tenues pour parfaitement crédibles. La faible quantité d'impact sur le mur invalide la version de France 2, 45 minutes de tir venus de la position israélienne. Alors, maintenant, comme je vous le disais, la démonstration, elle s'arrête maintenant sur 2 points, Jamal Al-Doura et Mohamed Al-Doura. Donc Jamal Al-Doura, on va voir on va analyser son cas. Il y a 1 an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Donc on a 12 balles, vous avez vu, les jambes, partout. Alors, maintenant je vais vous montrer Jamal Al-Doura le lendemain des faits à l'hôpital. Donc avec un plâtre et avec du sang. Déjà, si vous connaissez des médecins autour de vous, ils vous diront qu'une blessure ouverte, on ne la plâtre pas. Ça c'est la première chose. Okay, une blessure sanglante. Ça c'est donc ses jambes. Donc les bras, les jambes, c'est cohérent avec ce qu'on vient de nous dire. Quelques jours plus tard, à l'hôpital d'Amman en Jordanie. Alors regardez bien. Donc là, il y a toujours un plâtre. Je ne sais pas si on le voit bien, mais le sang est extrêmement rouge. C'est du vrai rouge vermillon. Et vous voyez que la blessure, on a l'impression qu'il est blessé à cette partie-là du bras. Maintenant, je vous invite à regarder 1 an plus tard où est vraiment sa cicatrice au bras droit. Elle est là. Donc, à l'hôpital d'Amman, il saignait de là. Et le sang, et la cicatrice, elle est là. Ensuite, on viendra sur les explications sur les cicatrices. Hein. Mais vous voyez qu'en fin de compte, ça ne correspond pas. Alors, l'avis de l'expert balistique. Jamal Al-Doura aurait été touché au bras droit, au ventre et au membre inférieur, alors qu'aucune trace d'impact ou de sang n'est visible sur ses vêtements. De plus, l'emplacement des blessures était soit masqué par le baril, soit par le corps de son fils qui était en écran entre les tireurs ennemis. Il n'a donc pu être atteint dans les conditions décrites par France 2. Alors Jean-Claude Schlinger, c'est l'expert balistique numéro 1 pris par les cours de justice françaises. C'est notamment lui qui a fait l'expertise balistique sur Human Bomb. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prise d'otage à Neuilly, de l'école. Et c'est aussi lui qui avait fait l'expertise balistique quand Jacques Chirac, quand quelqu'un avait tiré une balle sur Jacques Chirac lors du 14 juillet. Alors, maintenant, vous avez vu que le père a quand même des blessures, des cicatrices. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retrouvé le médecin qui s'appelle Yehuda David, qui a soigné Jamal Al-Doura, un hôpital israélien, parce qu'on sait qu'il a été attaqué à coups de hache en 1992 par des islamistes à Gaza. Ça aussi, vous verrez plus tard que c'est confirmé dans le dernier reportage allemand. Et vous allez voir que les cicatrices rectilignes ne correspondent absolument. Voilà. Alors, voyez le témoignage du médecin israélien.
קטעתי גידים באופן חופשי, זאת אומרת, ניתקתי אותם מהשרירים שלהם, מכף הרגל שמאל, והעברתי אותם לשריר שהיה עדיין פעיל בידו הימנית. כל זה, כמובן, זה משאיר צלקות. ולכאורה, הצלקות האלה, לפי התמונות שג'מאל דורה מציג אותם כפיצי ירי של חיילי צה"ל, לא יכולים להיות בשום פנים ואופן פצע ירי. לפני שיצאתי לתקשורת, רציתי להיות בטוח שאני לא טועה. התייעצתי עם אנשים שיודעים כירורגית כף יד, שיודעים איך נראית צלקת מזה שעוסקים בזה במשך כ-40 שנה, וכולם מסכימים כמוני. הצלקות הללו שג'מאל הדורה מציג כצלקות של פיצי ירי הם צלקות של חתך, או של סכין כירורגי, או של גרזן, או סכין כנשק. Voilà. Alors, il a fait aussi ensuite des déclarations dans un journal qui s'appelle Actualité juive le 5 septembre 2008. Je connais la puissance destructive des balles de M16 et je peux vous assurer que si tel avait été le cas, Jamal al-Doura se serait vidé de son sang en quelques minutes et n'aurait jamais pu atteindre vivant l'hôpital de Gaza. Je peux vous garantir que la blessure qu'il montre à sa main droite est bien consécutive à la rixe de 1992. Quant à la jambe gauche, c'est celle-là même où j'ai prélevé les tendons nécessaires à l'opération pratiquée à l'hôpital Tel HaShomer en 1994. Donc les blessures qu'il a, on a la certitude, grâce à ce médecin, vous verrez qui a expliqué partout, qu'il est prêt à témoigner partout et même à violer le secret médical, parce que pour lui, il a véritablement vu quelque chose qui est véritablement fou, puisque c'est ce que nous a reproché aussi France 2. Alors, maintenant ce que je vais vous montrer, c'est ce que déclarait Talal Abou Rahma au lendemain des faits. Après une demi-heure, le père blessé m'a regardé. Je ne pouvais rien faire. Donc il nous dit, après une demi-heure, le père blessé m'a regardé, je ne pouvais rien faire. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré la dernière image avant la soi-disant rafale fatidique de France 2. Et je vous propose de la regarder, vous verrez qu'il n'y a aucune blessure. Voilà. Donc les jambes sont totalement intactes, le bras est intact, et là il nous regarde toujours, mais il n'y a absolument rien. Enfin, il regarde les caméras. Alors, après la rafale fatidique, alors qu'il est censé avoir le... Vous voyez qu'il n'y a toujours absolument rien. Je vous rappelle que là on est en présence d'un homme qui est censé avoir reçu 12 balles dans le corps. 12 balles et pas une goutte de sang. Il y a une chose aussi intéressante, c'est que si je prends n'importe quelle personne et que je la pousse un tout petit peu, elle recule. Lui, il est censé avoir pris 12 balles de M16 dans cette direction et il n'a pas bougé d'1 centimètre. Il est resté collé au mur. Alors que normalement, on peut imaginer, et c'est ce qu'expliquera tout à l'heure le médecin et l'expert balistique, c'est que normalement, il aurait dû être complètement déplacé. Vous voyez encore en gros plan, avec les jambes là. Toujours rien, ces jambes là où on voit des pansements, et le bras, toujours rien. Alors, dans les dernières secondes, j'avais dit, voilà, là, heureusement, c'est un arrêt sur image. C'est au moment où l'enfant lève le coude. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai expliqué que l'enfant avait le coude levé. Donc là, c'est juste un arrêt sur image au moment où il a le coude levé. Le bras qui a été soi-disant transpercé n'a absolument rien, et les jambes là non plus n'ont absolument rien. Et vous voyez que derrière, il n'y a aucune goutte de sang. Donc, en résumé, on n'a aucune trace des 12 balles. Ni impact, ni blessure, ni sang. Et on a le fait que les cicatrices que Jamal présente comme résultante de l'attaque du 30 septembre 2000, en fin de compte, elles sont antérieures et elles correspondent 1 à des blessures qu'il a subies en 92 par les islamistes et 2 par le traitement qu'il a suivi en 1994 à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv. Alors, on va arriver maintenant sur le personnage principal, Mohamed al-Doura. A-t-il été tué devant la caméra de Talal Abou Rahma le 30 septembre 2000? Alors, à quel endroit du corps aurait-il été atteint? Alors, vous voyez les images de la mort de Gaza. On va voir les images de la mort de Gaza qui sont censées montrer le corps de Mohamed al-Doura. Following the examination, it was clear that the bullet entered the body from the front and from above. The bullet entered the body in the abdomen and exited the body here. This wound was fatal. The second injury lies just beneath the chest, and the bullet exited through the left hip bone. This wound was also fatal because it shredded major blood vessels. The third injury in the left leg was relatively harmless. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 blessures. 2 qui sont des balles entrantes, pénétrantes et sortantes dans le dos, et on a une blessure à la jambe gauche. Sur cet enfant,
qu'on voit expertisées et autopsiées à la morgue. Alors, en fait, ces images de la morgue ne montrent pas l'enfant qui apparaît dans le film de France 2. Les visages des garçons ne correspondent pas, les blessures ne correspondent ni au témoignage ni à celle décrite. Enfin, la version de France 2 selon laquelle il n'y a pas eu d'autopsie est contredite par ces images, parce qu'en fin de compte, vous allez voir, et vous le verrez plus tard, et c'est confirmé par le reportage de la chaîne allemande, il y a 2 garçons, un qui a été effectivement tué le matin, on ne sait pas dans quelles circonstances, et un autre avec lequel on a joué la scène l'après-midi. Alors, regardez le DVD que France 2 maintenant. Vous vous souvenez, je vous ai dit que France 2 m'envoyait des gens pour savoir. Donc, ils savaient qu'on avait les images des 10 secondes, de l'enfant blessé, de l'enfant qui lève le coude, pardon, et qui regarde qui tourne la tête vers la caméra. Donc, ils ont cherché à trouver une justification à ça, et ils ont aussi inventé une nouvelle blessure à l'enfant. Et vous allez voir à quel point elle est grotesque, cette blessure. Sous les rafales, l'enfant bouge une dernière fois. Il est blessé à la tête et enfin ne bouge plus. Donc ça c'est pour justifier, donc l'enfant bouge une dernière fois, c'est pour justifier le mouvement de coude. Il est blessé à la tête. Alors là, les experts balistiques et médicaux sont formels là-dessus. S'il avait pris une balle de M16 dans la tête, sa tête n'aurait pas été là, elle aurait été totalement décalée et on n'aurait pas cette petite griffe qu'il a au niveau du front et qu'on a pu voir à la morgue de Gaza. Donc c'est totalement grotesque et on voit véritablement que là, France 2 ne connaît absolument pas le dossier. Donc il nous invente donc maintenant une nouvelle blessure à la tête pour coller aux images de la morgue. Alors Jamal Al-Doura, lui, il nous parle d'une blessure différente. Regardez. Alors que tout à l'heure on parlait de la jambe gauche, regardez ce qu'il va nous dire. The first bullet hit him in the right knee. La première balle, bon, vous avez entendu, donc la première balle l'a touché au genou droit. Voilà. Alors il a confirmé. J'avais beau essayer de toutes mes forces de le protéger, la première balle a touché mon fils au genou droit. Ok. Donc on n'est plus sur la jambe gauche, puisqu'on n'est plus sur le même enfant, donc il se trompe là-dessus, donc lui il nous parle du genou droit. I believe the boy, he got 1 bullet in his knee in the beginning when I heard his screaming. Then he got the bullet in his stomach. Lui maintenant il nous dit aussi, il a reçu une balle au genou, il tape son genou. Donc il y a toujours dans ce film-là, toujours cette notion de la première blessure comme pour le père et ensuite. Moi ce que je vous propose maintenant c'est de regarder la dernière image avant la rafale fatidique. Et vous voyez que ça c'est la dernière, je vous assure, vous pourrez reprendre encore le document, je vous le donnerai si vous voulez. C'est la dernière image avant la rafale fatidique. Vous voyez que son genou droit il est intact, comme tout, il n'y a pas une seule goutte de sang nulle part, ni sur l'un ni sur l'autre. Aucune blessure après la rafale fatidique. Vous voyez que le genou est toujours intact. Et dans les dernières secondes, désolé, c'est affreux ce que je dis là, mais voilà. Et encore pire, là il va lever son pied droit. Or, c'est le genou droit qui est censé avoir été touché. Vous demanderez à n'importe quel médecin. Si une personne reçoit une balle dans le genou droit, il ne peut plus lever le pied. Voilà. Alors, maintenant une question. Est-ce que Mohamed déplace un chiffon rouge pendant cette scène? Alors je vais vous montrer alors qu'il est censé être mort. Donc voilà. Ça, c'est dans le reportage. D'abord, il est vivant. Ensuite, il fait sauter la caméra. Et après, il y a des petits mouvements. Et après, il va rassembler ses mains dans le visage. Et là, vous voyez là, il tient un petit chiffon rouge. Donc, accessoirement, on voit aussi que son genou, il n'y a toujours absolument rien. Là, hein, il est toujours intact. Mais là, il tient un petit chiffon rouge. On en profite aussi pour voir que les jambes du père, là où il est censé avoir eu les cicatrices, il n'y a absolument rien. Alors, maintenant, et on reviendra là-dessus puisque la télévision allemande aussi en reparle. Donc, est-ce qu'il y a des balles qui sont rentrées dans la poitrine de Mohamed Al-Doura pour sortir au niveau de ses reins? C'est ce que nous disait tout à l'heure le médecin. Vous vous souvenez, il y avait 2 balles qui sont rentrées et qui sont sorties. Regardez. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Donc de face à la poitrine et qui sort derrière. Alors, on va voir une chose, c'est que Mohamed n'est toujours pas touché la poitrine. Ok? On voit toujours le genou. Voilà. Et pourtant, Charles Anderlin, lui, va confirmer la version d'une balle qui serait sortie dans le dos. Écoutez bien. We got the pictures of Mohamed Al-Doura's body in the morgue of Shifa Hospital. The wounds look to me consistent with the shooting that happened that day. The kid was not shot from the back. The wound in the back is an exit wound. Donc une sortie de balle dans le dos. Alors l'avis de l'expert balistique
le médecin de Jean-Claude Schlinger, si la blessure au ventre avait été transfixiante, comme le déclare un médecin, des projections de sang et de chair seraient visibles sur le mur, ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage de France 2. L'avis du médecin expert, il apparaît peu vraisemblable qu'aucune projection sanguine ne soit visible sur les vêtements de l'adulte. Compte tenu de la position, des projections sanguines doivent être retrouvées sur le mur, en arrière de l'adulte et de l'enfant. Et là, vous regardez, c'est la dernière image où Mohamed et Jamal apparaissent dans le film. Vous voyez, donc, bon, là, on voit bien le pied au-dessus du sol alors qu'il est censé être mort depuis plus de 10 secondes. Vous voyez que son dos, là où il est censé avoir 2 balles qui sont sorties, il n'y a aucune trace de sang. Et puis vous voyez que sur le mur, il n'y a aucune trace de sang. Donc on a là affaire à 2 personnes, 2 victimes qui ont à eux deux reçu 15 balles, et il n'y a pas une seule goutte de sang ce soir. Alors, maintenant je vais vous montrer quelque chose d'intéressant aussi. C'est les 2 secondes qui suivent dans les rushs de France 2. Alors j'espère qu'on va voir un petit peu, l'image va se rétablir assez. Mais vous allez voir, c'est donc les rushs de France 2. À un moment donné, il y a du noir. On voit vous savez, quand il lève le coude, baisse le coude, on voit le pied en l'air, il y a du noir, et vous allez voir ce qui se passe derrière. Voilà, hop, ça saute. Voilà. Et là, on voit que derrière le baril, il n'y a plus personne. Ni le père, ni l'enfant, et pas une goutte de sang. Alors, intéressant, on a demandé à France 2 pourquoi. Et l'explication, c'est que Talal Abourahma a dû changer de batterie. Chaque fois, il a tout raté. C'est-à-dire qu'il a raté le moment où les balles, il est resté pas 45 minutes, il a tout raté. Et il a raté aussi le moment où l'ambulance est venue les chercher et les évacuer. Tous les autres caméramens qui étaient là, les 20, personne n'a vu l'ambulance, n'a pu filmer l'ambulance. Et vous verrez plus tard que le caméraman nous affirme que le père et l'enfant ont saigné pendant 17 minutes. Donc 17 minutes et pas le temps de changer une batterie, c'est beaucoup. Alors, pour résumer, donc, on n'a aucune trace des 3 balles de Mohamed et Jamal Al-Noura, ni impact, ni blessure, ni sang. On a les témoignages sur les 3 points d'impact qui divergent complètement. On a genou droit, jambe gauche, poitrine sous le torse, abdomen et tête. On voit bien qu'on parle bien de 2 enfants différents, c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes pseudo-blessures. Le garçon firmé par Talal Abourahma déplace un chiffon rouge de façon inexpliquée. Dans le film de France 2, on ne voit aucune projection sanguine sur le mur auquel le garçon était adossé. Et enfin, le garçon présenté à la morgue de Gaza n'est pas celui qui apparaît dans le reportage de Talal Abourahma, et ça vous allez voir, je vais vous le retrouver après. Donc la conclusion d'experts balistiques, en tenant compte du contexte général des nombreuses mises en scène et des nombreuses mises en scène que nous avons constatées sur l'ensemble des documents étudiés, aucun élément objectif ne nous permet de conclure que l'enfant a été tué et que son père blessé dans les conditions qui ressortent du reportage de France 2. Il est donc sérieusement possible qu'il s'agisse d'une mise en scène. L'avis du médecin expert, en général, la cinétique développée par les munitions militaires entraîne une projection violente du corps en arrière, dans les tirs de face, comme déclaré par le médecin qui a examiné le corps. Les images montrent que cela n'est pas le cas et que le corps de l'enfant est recroquevillé. La position des mains de l'enfant sur son visage m'apparaît incompatible avec la perte de tonus musculaire post-mortem. Je vous rappelle qu'à la fin du reportage de France 2, l'enfant a sa main droite positionnée comme ça sur son visage, sur ses yeux. Alors, maintenant je voudrais qu'on regarde quelques extraits du reportage diffusé par l'ARD le 4 mars 2009, donc ça date d'il y a un mois, et c'est donc visiblement en raison de ces images-là que France 2 me mène la guerre et ne veut surtout pas qu'elle soit là. Bon, c'est en allemand, c'est sous-titré en français, j'espère qu'on va voir le plus d'images possible. Für völlig unglaubwürdig dagegen hält ihn Philippe Carsonti. Behauptet, dass auch gestellte Bilder gedreht habe und führt zum Beweis im Gericht Aufnahmen vor, die Abu Rahman kurz vor der Szene in unmittelbarer Nähe der Al-Buras gedreht hat. Ein Mann wird anscheinend angeschossen. An seinem rechten Bein getroffen, stürzt er zu Boden. Aber es ist kein Blut zu sehen. Er wird in die sofort ankommende Ambulanz geladen. Ausgerechnet auf das vermeintlich angeschossene rechte Bein. Und noch immer kein Blut. Donc voilà, donc il confirme ce que je vous disais, vous vous souvenez, sur la première scène qu'on avait du mal à voir tout à l'heure avec l'ambulance. Vous avez vu que l'ambulance arrive véritablement en 2 secondes et demie, ce qui est complètement grotesque. Et il confirme qu'il n'y a pas de sang et que tout est totalement incohérent. Alors, on va voir. Philippe Carsonti bietet vor Gericht immer neue Indizien auf und Sachverständige wie den führenden Ballistikexperten Frankreichs Jean-Claude Schlinger. Er vermisst die Einschusslöcher und berechnet die Schusswinkel.
Auch sein Gutachten kommt zum Ergebnis, die Schüsse kamen nicht aus Richtung der Israelis. Als Schussposition kommt für ihn nur der palästinensische Posten in Frage, der Wachturm Pita. Was die Positionen der israelischen und palästinensischen Schützen zum Zeitpunkt des Geschehens angeht, kommt als einzige Möglichkeit für die Schüsse der palästinensische Posten Pita in Frage. Er liegt hinter dem Fotografen und rechtwinklig zur Wand. Oder es waren einzelne Schützen zwischen dem Pita-Posten und der Mauer, wo sich die sogenannten Opfer befanden. Das also schließt die Möglichkeit aus, dass die Schüsse vom israelischen Posten kommen konnten. Eine Lippenleserin entziffert für uns, was er ruft. Es ist genug, ihr habt meinen Sohn getötet, es ist aus. Sagt er wirklich ihr? Sie schreibt den Wortlaut auf, um Missverständnisse auszuschließen. Tatsächlich ihr. Damit kann Jamal al-Dura nur Palästinenser meinen, denn er ruft es auf Arabisch und er ruft es in Richtung der Kamera. Direkt dahinter jener palästinensische Posten, den der Ballistiker als Schussposition genannt hatte. Genau in diesem Bereich wurde geschossen, von der Straße und von der Position Pita aus. Kamen die Schüsse also von dort. On voit pas très bien sur l'écran à droite parce que c'est un 16/9 normalement, mais à droite là, il y a donc une image un peu plus grande et elle montre la position Pita. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où le père crie « ça suffit, arrêtez de tirer, vous avez tué mon enfant », c'est au moment où on voit que son enfant est complètement les yeux grands ouverts et qu'il est totalement vivant. Donc c'est simplement, et il s'adresse ensuite aux gens qui sont derrière le caméra. Il ne s'adresse absolument pas aux Israéliens ou quoi que ce soit. Donc on est véritablement dans une scène où ça ne correspond absolument pas à la version de Franck. Im Film ist kein Blut zu sehen, sagen die Kritiker. Stimmt das? Der erste Schuss traf Mohammed angeblich ins Knie. Aber nur auf dem Oberschenkel ist ein Flecken zu sehen. Warum dort? Und was zeigt er? Blut, sagt France 2 und zeigt dieses vergrößerte Foto. Ein rotes Taschentuch, sagen die Kritiker. Tatsächlich sieht es so aus, als... Bon, de fait, on a l'impression que la main tire quelque chose de rouge. Alors, chose aussi intéressante, c'est que vous verrez qu'il tient ce chiffon rouge. Si c'était vraiment du sang, après, on devrait avoir du sang rouge sur la cuisse. Or, quand il est allongé après, on la voit bien, cette partie de la cuisse, il n'y a absolument aucune trace rouge. Donc, c'est véritablement le chiffon. Damals endete der Nachrichtenfilm hier mit dem Kommentar Mohammed ist tot. Tatsächlich aber ist jetzt zu sehen, dass danach noch ein Bild kommt. Dieses hier. Das Kind hebt den rechten Arm. Es ist also zu diesem Zeitpunkt nicht tot, wie der Reporter Enderle behauptete. Es tut mir sehr leid, aber Tatsache ist, das Kind starb. Vielleicht nicht genau in dem Moment, den ich im Bild hatte. Aber so mache ich eben eine Story. Das Kind ist tot, ist ein Statement. Was ist Ihr Problem damit? Voilà. Donc, vous voulez la revoir pour revoir le moment où l'enfant lève le coude ou c'est bon? C'est bon? C'est clair? Bon. Er blutete mindestens 17 Minuten, bevor der Krankenwagen kommen konnte und den Jungen und den Vater abholte. 17 Minuten. Aber die Kamera bleibt ausgeschaltet. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Il a saigné 17 minutes, mais le caméraman n'a même pas filmé cette scène du saignement ni de l'évacuation. Alors que vous voyez que tout à l'heure, tous les caméramans se battaient pour filmer des évacuations complètement grotesques. Und was ist mit dem Vater? Vielleicht sind dies Anschusslöcher am Ärmel seines T-Shirts, aber wir sehen kein Blut. Dabei haben die Kugeln ihm doch den rechten Arm zerschmettert. Auch nachdem die beiden weg sind, ist kein Blut zu erkennen. Nicht an der Wand und nicht auf dem Boden. Am nächsten Tag sendet France 2 diese Bilder. Auch hier kein Blut. Nicht an der Wand, nicht am Fass. In der Präsentation für das Gericht aber zeigt France 2 nicht die Aufnahmen vom Pressetermin mit der Polizei. Foto.
Hier ist plötzlich Blut zu erkennen, aber auch ein Stück roten Stoffes. Merkwürdig auch, das Blut ist noch immer hellrot. Wenn es am Vortag passiert ist und die Sonne darauf schien, müsste das Blut dann nicht dunkler sein? Nein, nicht wenn. Ich bin kein Spezialist. Aber am nächsten Tag war da Blut. Es gab Blut. Es war dunkel, es war... Ich weiß nicht, wie das Foto entstand. Voilà. Vous avez pu voir la dernière phrase? Je ne sais pas. Und was wissen wir über Mohammeds Verletzungen? Den Zeugenaussagen zufolge kann der Krankenwagen mit Mohammed und Jamal al-Dura frühestens gegen 3:30 hier im Shifa-Krankenhaus in Gaza angekommen sein. Der diensthabende Arzt erinnert sich auch an die Einlieferung eines toten Kindes, aber nicht um 3:30. Es war gegen 10 Uhr. Ich war in der Verletzten. Zeitgleich, innerhalb einer Minute wurde eine war ein Kind. Hinterher erfuhr ich, dass es Mohammed Jamal al-Dura war. Um 10 Uhr also will Dr. Tawil Mohammed al-Dura untersucht haben. Das aber kann nicht sein, denn da waren Vater und Sohn noch gar nicht an der Kreuzung und die Schießerei begann erst gegen 14 Uhr. Den Namen des Kindes erfährt Dr. Tawil erst im... Wer ist der Erwachsene? The other one was big man. I know him because he is driver in an ambulance. Der andere war ein kräftiger Mann. Ich kenne ihn, weil er unser Ambulanzfahrer war. One gunshot to his Er hatte einen Schuss in der Brust ins Herz. Both were dead. Beide waren tot. I looked for the child. Ich schaute mir das Kind an. Seine Eingeweide waren durch den geöffneten Bauch ausgetreten. His bowel, intestine is outside his abdomen. Der Junge, den Dr. Tawil später für Mohammed eingeliefert. Vater und Sohn sind aber gemeinsam abtransportiert worden. All das spricht für eine Verwechslung. Voilà, donc là il confirme ce médecin, ne serait-ce que par le fait d'avoir l'enfant qui est arrivé à 10 h du matin alors que la scène a été tournée aux alentours de 15 h, donc il ne peut pas être mort à 10 h et avoir tourné une scène à 15 h. Et puis il nous explique qu'il est arrivé avec un homme très costaud, vous voyez que Jamal al-Dura n'est pas un homme très costaud, il nous explique que c'est l'ambulancier et Jamal al-Dura n'a jamais été ambulancier. Donc on parle bien de deux enfants différents. In der Pathologie des Shifa-Krankenhauses wird am Nachmittag ein Junge untersucht. Es ist offensichtlich derselbe Junge, den Dr. Tawil morgens untersucht hat. Der Pathologe dieselben schweren Verletzungen. Alle Eingeweide waren aus seinem Bauch herausgetreten und völlig zerfetzt. Nachdem ich die Eingeweide und die Leber untersucht hatte, auch die Niere, die ebenfalls zerstört war, haben wir das Blut abgesaugt. Dann haben wir die verschiedenen Schichten des Bauches wieder zugenäht. Erst die unteren Schichten, dann die obere Haut. Vor der Leichenschau, erzählt der Pathologe, gab es die übliche zeitraubende polizeiliche Prozedur. Erst dann konnte er mit seiner Arbeit beginnen. Und wie lange brauchten Sie? Ich denke über eine halbe Stunde, mindestens. Weil Mohammed nicht vor 3:30 in der Klinik eingetroffen sein kann, muss die Obduktion mindestens bis 4:30 gedauert haben. Auf dieser Armbanduhr aber ist es 3:10 und die Fotos entstanden am Ende der Arbeit des Pathologen. Auf dem Schild steht Mohammed von Kugeln erschossen. Aber ist das wirklich Mohammed al-Dura? Oder ist es der Junge, den Dr. Tawil um 10 Uhr morgens in der Notaufnahme hatte? Am frühen Abend wird in El Buresh ein Kind beerdigt. Aber ist es Mohammed al-Dura? El Buresh liegt eine knappe Autostunde südlich von Gaza. Auch
Auch hier lässt sich die Uhrzeit anhand einer Armbanduhr im Bild genau feststellen. Es ist 5:30, als das Kind ins Grab gelassen wird. Damit kann es sich zwar gut um das Kind handeln, das der Arzt in der Notaufnahme hatte und das der Pathologe untersucht. Es kann aber nicht Mohammed al-Dura sein. Dafür ist die Zeit zwischen Einlieferung und Beerdigung zu kurz. Wer wird hier zu Grabe getragen? Rami al-Dura oder Mohammed al-Dura? Gab es tatsächlich zwei Jungen, einer verletzt, einer tot und beide aus einer Familie? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wenden wir uns an einen der führenden Experten weltweit. Kurt Kindermann ist Gerichtsgutachter für biometrische Gesichtsvergleiche. Ihm legen wir alle Bilder vor, die Mohammed al-Dura zeigen sollen. Die Gesichter wurden vermessen und dann untereinander in diesem biometrisch-mathematischen Gesichtsvergleich noch einmal miteinander verglichen. Bei der Beerdigung gehe ich davon aus, dass es der Junge ist, der auch diese äußerst markante Verletzung im linken Augenbrauenbereich hat, denn diese Verletzung ist deutlich auf dem Obduktionsbild zu sehen und ist auch deutlich auf dem Beerdigungsbild zu sehen. Die ist nicht erkennbar auf dem Bild der Einlieferung im Krankenhaus. Auch weitere Merkmale sprechen dafür, dass es sich bei dem obduzierten Kind nicht um Mohammed al-Dura handelt. Frauen in den Ohren verlaufen und hier sieht man, dass die flach nach oben, nach hinten verlaufen. Hier sieht man dann auch, dass der Mund diese eine runde Form hat und der hier diese geteilte Bogenform hat. Bei der Beerdigungsszene und auf dem Obduktionstisch ist anzunehmen, dass es sich hierbei um die gleiche Person handelt. Aber nicht die hinterm Fass? Aber nicht die hinterm Fass, die deutlich jünger zu sein scheint. Der Gesichtsvergleich bestätigt, das Kind, das beerdigt wird, ist aller Wahrscheinlichkeit nach dasselbe Kind, das der Pathologe untersuchte. Beide aber sind nach Ansicht des Experten nicht Mohammed al-Dura. Voilà, on finit. Je voudrais juste qu'on voit l'image. On finit, voilà, c'est sur l'image quand l'enfant lève le coude, c'est qu'il a le coude levé. Ich persönlich glaube weiterhin, dass die Schüsse von der israelischen Armee kamen. Bislang habe ich nicht den geringsten Hinweis, der mir erlauben würde zu sagen, wir haben es mit einer Inszenierung zu tun. Und ich frage mich, was sollte eine Inszenierung überhaupt? Es gibt genug Opfer von beiden Seiten, man braucht nicht noch welche hinzuzufügen. Also bislang gibt es keinen Beweis für diese Anschuldigungen. Es gibt also nicht den geringsten Grund, an der Echtheit dieser Szene zu zweifeln. Nun will France 2 eine Untersuchungskommission unterstützen unter Beteiligung des Präsidenten der Juden in Frankreich. Der Sender ist sich noch immer sicher, keine Fälschung gesendet zu haben. Jedenfalls nicht im Fall al-Dura. Donc pour résumer l'état de l'affaire al-Dura aujourd'hui, il faut dire qu'on a un contexte général de mise en scène. Palestiniens ont tiré à balles réelles. Donc avec la première scène avec l'ambulance qui arrive en 2 secondes et demie et tout ce qu'on tourne le jour même au même moment. I never saw shooting in my life like this. 45 minutes shooting in the ball. On a donc les incohérences de la version de France 2. There were many balls, on a les variations du témoin principal, des centaines, 40 balles. Je ne vais pas vous le refaire en entier. Ensuite, on a l'enfant qui bouge après sa mort, entre guillemets. Et qui finit soi-disant mort avec le pied au-dessus du sol. Et enfin, on a l'absence de blessure, de sang ou d'impact à la fin, malgré les 15 balles que les deux auraient reçues. Donc, le reportage que France 2 a diffusé le 30 septembre ne représente pas la réalité qu'il prétend décrire. Jamal al-Dura n'a pas été blessé devant la caméra de France 2. Mohammed al-Dura n'a pas été tué devant la caméra de France 2. J'insiste beaucoup sur la fin de ces deux phrases. Devant la caméra de France 2. Encore une fois, comme je le dis souvent, si vous me demandez est-ce qu'il pleut maintenant, j'en sais rien. Quand je suis rentré, il ne pleuvait pas. Mais là, je ne sais pas s'il pleut. Je ne sais pas si au moment où France 2 a coupé sa caméra
la semaine suivante, le mois suivant, l'année après, s'ils n'ont pas été blessés ou tués. Mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est qu'à la fin du reportage de France 2, ni l'un ni l'autre n'ont reçu des balles. Alors, ce que je voudrais, c'est vous faire écouter quand même ce que Charles Anderlin a déclaré au micro de Michel Field sur Europe 1 le 10 janvier 2009. On était en moment de l'offensive de Gaza contre le Hamas. Et il faut écouter l'interview, c'est Michel Field, ça dure 1 minute. Comment à la fois ne pas mettre de l'huile sur le feu, comment... Anderlin, j'ai envie de me retourner vers vous parce que vous avez été, on le sait dans la profession, victime de campagnes de presse ignobles, de sites sionistes, extrémistes, etc., qui ont mis en cause votre probité journalistique. Vous êtes bien placé pour savoir à quel point ce sujet-là est archi passionnel. Comment on fait, j'allais dire, dans le quotidien pour continuer tout bonnement à faire son boulot? Eh bien, essayons de vérifier les informations au maximum, en ayant une confiance absolue, vérifier dans les correspondants. Notre correspondant à Gaza, Talal Abou Rahmeh, travaille pour nous depuis 88. Il est d'une crédibilité absolue, on n'a jamais eu de problème à quelque niveau que ce soit. Voilà. Donc voilà ce qu'il se permettait de dire. Malgré qu'il sait tout ce qu'on sait, il l'a vu au procès, et voilà ce qui continue. Alors je voudrais vous montrer maintenant l'exploitation mondiale du reportage, et on va s'arrêter là-dessus. Ça, c'est une cassette de Ben Laden, un clip de recrutement. C'est 1 an avant le 11 septembre. Ce que je tiens à répéter, c'est que ces images ont été tournées 1 an avant le 11 septembre. Ce sont véritablement les images qui, au début de l'initiative, ont embrasé les esprits. Alors, maintenant, on va voir... Voilà, donc un timbre tunisien, un timbre égyptien, un timbre jordanien. J'ai fait exprès de ne prendre que 3 pays modérés. J'aurais pu prendre, j'ai des timbres iraniens aussi, j'ai des timbres de tous les pays possibles et imaginables, mais j'ai voulu prendre 2 pays qui sont en paix avec Israël, la Jordanie et l'Égypte, et la Tunisie qui est véritablement un pays qui n'est pas très agressif. Le ministère de la Santé à Gaza s'appelle est au nom du martyr Mohamed Al-Doura. Ça, c'est une rue à Tunis, la rue Mohamed Al-Doura. J'ai fait le test, je suis allé à Tunis. Tout le monde connaît la rue du martyr Mohamed Al-Doura. Ça, c'est la... En derrière, sont diffusées les images de Mohamed Al-Doura. Dans le film de la chaîne publique allemande ARD, on le voit en long. On voit le film, on ne voit pas l'égorgement, mais on voit qui diffuse derrière le clip de Mohamed Al-Doura. Ça, c'est un couturier d'origine saoudienne qui a fait une robe avec le père et l'enfant, et là avec du sang qui dégouline. Ça, c'est un immense poster au Liban avec le drapeau du Hezbollah. Vous voyez la taille de l'enfant de ce poster avec donc, la mosquée, le père et l'enfant. Une photo avec l'enfant, le soldat qui vise. Ça, c'est un immeuble à Téhéran. Vous voyez donc l'impact que ça peut avoir. Alors ça, c'est qui a été fait par Plantu pour Charles Anderlin, illustrant un article qui a été publié dans la revue Média. Média, c'est une revue qui dépend un petit peu de Reporters sans frontières et qui fait de la critique des médias. Et donc l'article était fait pour soutenir Charles Anderlin et pour dire en gros que moi j'étais fou, hein, puisqu'il se fout du monde, et il dit tu sais fiston, tu as encore été vu au marché ce matin. Donc c'est pour se moquer des gens comme moi qui disent que la scène est jouée. Sauf, et là il y a quelque chose de formidable qu'a fait Plantu, si vous regardez bien, derrière l'enfant il a mis du sang. Donc même Plantu, il imagine qu'après 15 balles, il y a du sang derrière sur le mur. Donc je trouvais que c'est assez... c'est bien parce qu'en faisant ce dessin pour défendre Charles Anderlin, je trouve qu'il l'enfonce encore un petit peu plus. Donc ça, c'est bien évidemment, vous connaissez la comparaison ignoble, l'image de l'enfant du ghetto de Varsovie. Et ça, pour conclure, c'est la place principale de Bamako, qui est la capitale du Mali, en Afrique noire, et qui s'appelle la place de l'enfant martyr de Palestine. Voilà. Merci, je suis à votre disposition pour toutes les questions.